Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu faire une chaîne d'histoire? Parce que je trouvais qu'il y avait un peu deux façons de faire de l'histoire sur le net ou en France en général. C'est soit on va enseigner des fun facts très marrants et qui vont aguicher un peu les gens, mais l'histoire va être un peu pas assez approfondie, ou alors on va tomber dans l'histoire très approfondie et casse-couille. Et j'ai eu envie de faire un peu entre les deux, et c'est pour ça que je fais beaucoup de live et où je discute avec les gens au fur et à mesure. On fait des lives sur 1 heure et demie à 2 heures où on peut discuter de tout et de rien. Ils peuvent poser leurs questions en direct. Et j'ai eu envie de faire la chaîne parce que je trouve qu'en France, au niveau de l'éducation et de l'enseignement d'histoire, on fait plus de la mémorisation que de l'histoire vraiment. Et je voulais amener cette passerelle de compréhension entre les dates, les lieux, les biographies qu'on nous apprend par cœur durant toute notre scolarité, et ce que c'est vraiment que l'histoire. Voilà, en fait, ma motivation, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose que Samaï. Le fait que la vulgarisation musicologique et musicale au sens plus large était quasiment absente sur YouTube. Et du coup, c'est un gros mélange de passion et de frustration. Le 7 barré. Je me suis rendu compte que en termes de musique, mis à part de la review, il y avait rien pour expliquer ce que c'est que la musique, comment ça fonctionne. Et malheureusement, dans le système scolaire actuel, il y a rien non plus pour expliquer la musique au-delà de cette espèce de garderie qu'est la classe de musique dans les collèges. Même plus le lycée, hein. Le lycée, on oublie complètement. Et en fait, je me suis rendu compte que la musique était complètement inconnue de la plupart des gens, donc j'ai eu envie de parler de musicologie. Et, euh, et j'ai eu envie, même chose que pour Samaï, de mêler ça avec mon amour du jeu vidéo, pour pouvoir d'une part rendre la musicologie plus accessible et un petit peu plus attirante, et puis aussi montrer que le jeu vidéo est un médium artistique de premier ordre, dans lequel c'est une œuvre d'art totale, dans laquelle tous les aspects artistiques sont hyper développés. J'ai envie de montrer que la musique était extrêmement développée aussi dans le jeu vidéo. Et puis par la suite, comme je suis aussi passionné par le jeu vidéo en tant que tel, je me suis retrouvé à faire de plus en plus, et je pense que je vais développer ça de sociologie appliquée aux jeux vidéo. Alors la tranche c'est lui, parce qu'en fait, monsieur est dans le YouTube game maintenant, donc il fait des soirées qu'avec des vidéastes, hein. On ne se fréquente qu'entre nous, hein, naturellement maintenant. On évite totalement les gens de la fricate. Mais donc il a fait une soirée avec des amis, et il leur a parlé un peu des concepts de tout ce qui est biais cognitif et zététique, parce que moi ça fait des années que je saoule avec ça, parce que je suis passionné par ça depuis longtemps. Et ses amis m'ont dit, ah c'est vraiment intéressant, est-ce qu'il y a une chaîne là-dessus? Non. Oh la vache, vas-y fais-en une. Donc il est venu me voir, il dit, on fait une chaîne? J'ai pas envie, il me dit, bah si quand même. Donc du coup j'ai écrit des épisodes, donc on est parti là-dedans, et donc ça donnait la tranche en biais, parce que biais cognitif. Et pourquoi? Parce que c'est passionnant, parce que c'est important de comprendre comment on pense mal, et parce que on s'en rend pas compte. Et c'est tellement important que Science Étonnante maintenant fait une série de vidéos sur le même sujet, parce qu'ils s'en rendent compte que c'était important, ça mec bien. Et du coup, ils nous volent notre pain quotidien. Et on lui dit bonjour à David, voilà. Et donc j'aimerais, si vous voulez bien, élaborer un peu sur, voilà, on a évoqué un peu les thèmes, pourquoi, par rapport au format. Vous avez tous, donc tu as parlé plutôt des lives, vous avez des formats un peu différents. Comment vous avez choisi la durée, le mode d'expression, plutôt en studio, plutôt dehors ou coquesse? Est-ce que vous avez un format ou différents formats, et pourquoi? Du coup, sur ma chaîne, j'ai deux formats. J'ai un format de vidéo montée qui nettoie les mythes et qui s'occupe de s'attaquer aux documentaires pourris qu'on peut trouver sur RMC Découverte ou History Channel. Et j'ai un format live qui, lui, fait un parallèle entre les représentations contemporaines des faits historiques qu'on a à travers le ciné, les séries ou autres. Et j'essaie d'aller plus loin, et puis ça fait très court magistral, mais le format monté, je pense que j'ai voulu m'attaquer à quelque chose de nouveau, et le live, c'est juste que j'ai causé beaucoup avec Thomas Hercouet de l'original, qui m'a bien mis en tête que il n'y a pas de formatage de format en fait sur internet, et que si on veut exploser les barrières de la vidéo qui fait 5 minutes et c'est tout, on peut le faire. Et du coup le live c'est un peu ça, on peut exploser, faire casser les murs qui nous enserrent un peu, et il n'y a pas de limite quoi. Donc si on veut faire un live de 18 heures, on peut le faire. En général je me limite à 2 heures parce qu'au bout d'un moment les gens fatiguent.
Mais il faut pas se limiter. Et puis je viens de la radio et j'avais besoin de causer avec les gens qui m'écoutaient aussi. Et le chat du live est aussi pratique pour ça. C'est que quand on n'est pas clair dans une vidéo montée, on est obligé de mettre des annotations ou de répondre 20 fois la même chose en commentaire. Alors que dans un live, si on n'est pas clair, on voit tout de suite que les gens n'ont pas compris ce dont on parle. Et quand ils sont 20 à poser la question, on se dit ouais, je vais peut-être réexpliquer différemment. Parce que pour moi, qui suis historien ou archéologue de base, ce concept-là me parle bien, mais pour les gens qui n'y connaissent rien, c'est vague. Et le live permet de faire ça. C'est pour ça que je trouve ça assez cool. Du coup, moi, je fais des formats podcast parce que c'est des vidéos. Ouais, parce que c'est des vidéos que j'écris et que, enfin voilà, sur les sujets que j'ai, je peux pas dire ce que je veux quand je veux ou comme je veux. Du coup, vraiment, j'écris des textes et je fais sous forme de podcast, ou soit c'est vraiment des vidéos face cam où je parle, sans trop réfléchir, enfin, en débattant sur les sujets. Sinon, je fais aussi pas mal de live pour parler directement avec les personnes. On parlait de différents formats aussi, Ouais. parce qu'il y a des différents intérêts. Ouais. On a à peu près la même démarche, c'est-à-dire que, en tout cas, sur la tronche, on a démarré avec des épisodes scénarisés, montés, classiques, et puis assez vite, on a voulu faire des lives aussi pour discuter avec d'autres gens. Parce que nous, en fait, on n'est pas experts de ce dont on parle. Donc, monsieur est archéologue, madame est artiste, madame est bisexuelle. Bon, bah, nous, on n'est pas experts de ce dont on parle. Donc, bon, bah, ok, bah, bon. On peut rigoler un peu? On peut avoir une ambiance sympathique entre nous? Et donc voilà, du coup, on fait venir chez nous des chercheurs ou même des vidéastes qui sont experts de leur domaine, comme Dari est venu. Et sur 2 heures, on peut développer quelque chose beaucoup plus facilement, beaucoup plus en profondeur que lorsqu'on est fort. Et puis on a le chat qui remonte. Et c'est vrai qu'on a cette liberté où en fait le format, c'est nous qui le créons. On n'a pas de limite, à part les limites techniques. Et ça, Dieu sait qu'on est limité techniquement, nous. Hein. Donc on a beaucoup de mal. Je perds mon portefeuille d'ailleurs. Voilà, ça va aller. Je garde mon argent avec moi. Oui, c'est vieux. C'était le siècle dernier. Voilà. Donc, en termes de format, on est limité que par notre imagination et par les limites techniques. Et c'est vrai qu'on est aussi limité lorsqu'on veut faire des vues par cette idée qu'il faut faire 5 minutes parce qu'après les gens ne viennent plus et l'algorithme va vous foutre en bout de chaîne. Et ça, c'est comme marche YouTube. Mais nous, ça, on s'en fout un peu. Parce que le but, c'est pas de faire 1 million d'abonnés, c'est de faire des choses intéressantes et qui nous plaisent. Bon, est-ce que c'est un bon calcul? C'est pas sûr, mais on verra bien. Disons qu'il faut savoir la démarche dans laquelle on se place, en l'occurrence, dans la mesure où on est dans la vulgarisation, ou la popularisation, ou la médiation, enfin, peu importe, on est tout de même sur des formats dans lesquels la curiosité des gens va être le premier facteur de vue. Notre objectif, ça va être d'attirer les gens curieux sur les domaines dont on va parler. Du coup, en définitive, avoir des vidéos qui sont pas forcément hyper faciles d'accès a priori, c'est-à-dire par exemple des vidéos qui vont faire plus de 5 minutes, effectivement. Est-ce véritablement grave? On estime que non, d'autant que quand on commence à parler de sujets un minimum pointus, tout faire en 5 minutes, c'est délicat, voire impossible, sans faire des omissions qui vont parfois être graves, voire même déformer le sujet. Du coup là, il faut juste savoir pourquoi on est sur YouTube, pourquoi on fait ça, est-ce qu'on est là pour faire du buzz? Je pense que c'est le cas de personne parmi nous, ça m'étonnerait. Ensuite, Personne ne fait ça, ça n'existe pas, les gens ont tous une éthique. Bien sûr que non. Voilà. Et voilà. Ensuite, évidemment, on a quand même envie que notre contenu soit vu. On n'est pas sur une plateforme comme Internet pour rester tout seul dans notre coin. C'est certain. Donc il y a quand même un petit effort à faire pour aller vers le public, c'est sûr.
Le fait est que sur YouTube, ceux qui connaissent, il y a plein d'outils mis à la disposition des vidéastes où on peut regarder comment le public se comporte, qu'est-ce qu'il va regarder, combien de temps il va rester. Moi, j'y pige que dalle. Et je sais que les gens dont c'est le vrai métier ou qui sont un peu versés là-dedans vont regarder un peu comment ça se passe, quels sont les comportements. Et du coup, ce qui ressort, c'est que ce qui marche, c'est une vidéo avec un titre un petit peu putaclic et une vidéo qui va durer 5 minutes. Et ça, c'est ce qui marche le mieux. Ça veut pas dire que c'est ce qui est bien ou que c'est ce qu'il faut faire. Ça veut dire que lorsqu'on veut vraiment faire un truc qui marche, il faut plutôt faire ça. Mais ça veut, voilà. Enfin, j'ai l'impression que ici, on est dans une démarche où on fait pas ça. Voilà. Ouais. Mais lié au format, il y a l'idée, donc c'était la question d'après, du ton. Parce que alors sur Internet, ce qui marche bien, c'est d'être drôle. Alors là, nous sommes tous très spirituels, donc ça marche bien, on est tous très drôles. Mais est-ce que pour vous, est-ce que vous avez choisi un ton intentionnellement? Est-ce que vous avez fait un choix délibéré? Est-ce que votre ton, il varie en fonction des formats, justement? Ou alors est-ce que vous y allez, je suis qui je suis, j'y vais, puis ça marche comme ça marche? Moi, personnellement, je suis comme je suis. Ça plaît ou ça plaît pas, voilà. Parce que j'ai quand même... on va dire que j'ai quand même la réputation d'avoir une grande gueule, et d'être pareil dans la vraie vie. Enfin, personne n'a été déçu de me rencontrer en vrai. C'est quand il y a un truc qui me saoule, je vais le dire très rapidement et directement, que ce soit un abonné ou à quelqu'un d'autre. Et voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont plus ou moins joyeux, donc c'est sûr que quand je parle de suicide ou autre, je vais pas faire des petites blagues toutes les 5 minutes, mais c'est vrai que voilà, ça dépend du sujet. Et sinon, voilà, j'essaie d'être moi-même au maximum. Je veux plus passer après Samaï parce qu'à chaque fois elle dit ce que j'allais dire. Non, mais la même chose, je suis plutôt quelqu'un d'assez rigolo dans la vraie vie, je crois. Enfin, je fais rire des gens. Je sais pas s'ils rigolent de moi ou avec moi. Voilà, merci. Je suis là de ta place. Abonne-toi à ma chaîne. Par contre, sur mes vidéos, je suis pas forcément hyper marrant tout le temps. Et je saurais même pas dire pourquoi, c'est juste que mon style d'écriture est comme ça, je suis moins rigolo dans mes vidéos. Je le suis un petit peu, forcément, mais c'est vrai qu'à l'origine j'avais prévu d'être beaucoup plus marrant. Et je sais pas pourquoi, naturellement, j'ai été beaucoup plus dans l'explicatif, avec juste de temps en temps une petite blague. Donc voilà, même origine du projet, ça s'appelle le 7 barré, donc c'est un jeu de mots avec un accord 7 barré, mais l'idée c'était un truc un petit peu barré et foufou. Et ben j'ai pas forcément réussi, parce que être dans l'explicatif, en voulant être forcément désopilant, j'ai eu du mal. Je dirais pas que c'est un pari que j'ai pas réussi, parce que c'est pas un pari que j'ai fait. Simplement, juste en écrivant, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus à l'aise en faisant des choses un petit peu moins rigolotes que ce que j'imaginais, et je pense que mon propos passe mieux. Il y a de temps en temps, comme je disais, des petites vannes, des petites choses que je sens bien pour rattacher un petit peu l'attention, mais ouais, c'est aussi pour ça que le format live, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que je suis beaucoup plus moi-même, beaucoup plus marrant, et que je peux beaucoup plus prendre le temps d'expliquer les choses tout en étant un peu plus moi-même, comme je disais, tout simplement, et en étant moins dans ce personnage un petit peu plus professoral, explicatif. Je pense on va passer à la dernière partie qui en gros l'avenir. Et vous pourrez revenir avec vos questions. Je vais un peu squeezer le modèle économique, mais on pourrait évoquer. Mais pour vous demander, à vous, et puis éventuellement ce que vous en pensez également, comment vous voyez l'avenir de vos chaînes à vous, mais du médium YouTube et Dailymotion et compagnie, les vidéos sur Internet, ça sera quoi dans 5 ans, dans 10 ans? Et qu'est-ce que vous voudriez que ce soit? Voilà. Allez, bon courage. On voit par exemple des communautés qui se créent autour de ça, comme la vidéothèque d'Alexandrie, je citerai rien que ça. C'est qu'il y a une convergence des connaissances, même sur des youtubeurs ou même des vidéastes en général, qui ont des sujets en commun, des matières en commun.
Et du coup, il y a une effervescence à ce niveau-là qui est très très intéressante. Et c'est même très open. On va pas avoir par exemple que la culture poussiéreuse, si je puis dire, que la musique, l'art plastique, etc., ou même le cinéma. Mais on pourra aussi avoir, par exemple, des vidéos de médiation sur le jeu vidéo ou sur la ludologie, etc. Même rien que sur la zététique. Ça, il y a encore il y a 2 ans, je savais pas ce que ça était. Donc voilà, on est dans une effervescence de plus en plus. Donc la vidéothèque d'Alexandrie, si vous connaissez pas encore. Et puis, oui, je pense qu'il y a même avec tu parleras peut-être un peu plus avec la science, etc. Des groupuscules comme ça qui se forment. Non, c'est tellement loin de moi que. Il y a la junte scientifique qui s'organise. Alors, du coup, en fait, nous, on était invités ici en tant que vidéothèque d'Alexandrie. Donc, justement, donc le thème, merci d'en parler. On a une asso, une plateforme qui a pour but de favoriser les contenus culturels intéressants, qu'on juge intéressants, et peu connus. Parce que à l'heure actuelle, il y a une hégémonie de YouTube avec un algorithme qui est fait pour que YouTube récolte un max d'argent. Bon, ça se vaut, hein. Mais donc, en gros, quand vous avez des vidéos qui font le format 5 minutes pile comme il faut, avec éventuellement un placement de produit ou une publicité, pour YouTube, c'est nickel, parce que beaucoup de gens vont regarder, beaucoup de gens vont partager, et il y aura des pubs qui vont être vues. Quand vous faites des lives de 2 heures non monétisés, YouTube est pas super intéressé, donc il va pas tellement mettre ça en avant et partager, donc pas de chance pour nous. Du coup, il y a des plateformes comme ça, comme Vidéosciences, comme la bibliothèque d'Alexandrie, où on a des vidéastes qui, entre eux, reconnaissent les uns les autres la valeur de leur travail, alors plus ou moins, donc c'est des cooptations, et on décide entre nous d'essayer de s'entraider en partageant le travail des autres. Alors bon, alors ça marche comme ça peut, comme on n'est pas tous des gros vidéastes avec beaucoup d'abonnés, l'impact n'est pas toujours important, mais pour des petites chaînes, ça peut être une bouffée d'oxygène pour qu'ils aient quelques milliers d'abonnés et que ça leur donne, enfin, qu'ils se rendent compte que ça change les choses, qu'ils ont un impact et qu'ils puissent continuer. Donc il y a ce rôle-là, et je pense que dans l'avenir, il faut qu'on réfléchisse à ça. Il faut contrer le côté marchand. On n'est pas. Est-ce que la culture est une marchandise comme une autre? Parce qu'on pourrait passer des heures à en parler. Moi, je pense que pas vraiment. Et que justement, on doit essayer de sortir un peu de cette logique où on partage uniquement ce qui se vend. Et je sais pas comment. Moi, j'ai pas de notion d'économie ou comment faire. Je sais juste que voilà, on a des groupuscules qui s'organisent pour réfléchir à ça et pour essayer de nous proposer une alternative. Oui, et l'un des autres intérêts de ce genre de groupuscule, intérêt qu'en tant que scientifique, je trouve. On retire ce mot parce qu'on va pas s'en sortir. Oui, enfin, je l'utilise parce que tu l'as employé. Qui en tant que scientifique me semble capital, c'est la vérification. Parce que malheureusement, vous allez avoir 2 vidéos sur des sujets scientifiques qui vont vous dire complètement le contraire. Merde, laquelle on va croire? Eh ben, du coup, Celle qui a le plus d'abonnés toujours. généralement, celle qu'on va croire, c'est celle qui a le plus d'abonnés. Et c'est pas comme ça dans le monde scientifique, c'est dommage. Donc, ce genre, justement, de collectif, ça va permettre de voir qu'on va avoir des personnes à qui on va faire confiance. Et ces personnes à qui on fait confiance vont faire confiance à d'autres personnes. Et à d'autres personnes sur lesquelles qui vont parler de domaines qu'ils comprennent, et donc se dire qu'on a ce genre de consensus qui commence à se mettre en place sur YouTube, c'est une bonne chose et c'est hyper encourageant. Donc l'avenir sur YouTube, je pense que déjà il y a ça, il y a le fait de voir qu'il va y avoir différents vidéastes qui vont commencer à se répondre les uns les autres et qui vont commencer à faire de la vérification. Il y a de plus en plus de peer reading et de peer videoing qui se met en place sur Internet, c'est une excellente chose. Et pour parler de l'avenir du média, j'ai aussi de plus en plus l'impression, et c'est plutôt pas mal, que les vidéastes sortent de YouTube. Que là, les vidéastes vont de plus en plus à la rencontre des laboratoires, à la rencontre des musées aussi, et à la rencontre des autres domaines de la propagation de la connaissance. Ce qui est très très cool, je trouve. Ouais, je suis bien d'accord là-dessus, surtout sur le fait de vérifier les infos entre vidéastes. Moi, je sais que je fais partie de plusieurs groupes de vérification d'histoire sur Facebook, pour le citer. Facebook, c'est bien alors. Bah, on fera un débat un autre jour. Ça peut être pratique, et que ça soit avec Nota Bene, avec Dev d'Histoire Brève, avec Parlons Histoire. Quand on a écrit un script, surtout eux, parce que moi je fais du live, donc
Mais quand il pond un script, il le passe à tout le monde. Et puis chacun peut aller jeter un œil pour voir, suivant ses compétences, ce qui est bon, ce qui est pas bon. On fait beaucoup de collaborations aussi, hein. J'en ai grave en retard d'ailleurs, avec une personne ici présente, je vais me faire taper. Mais quand on sent qu'on n'est pas compétent, on invite les potes parce qu'il n'y a pas de concurrence, contrairement à la télé où on se pique des parts de marché, des parts de pub. Comme YouTube, on peut, il n'y a pas d'horaire à respecter ou de format à respecter, on s'en fout. Le nombre d'abonnés n'importe pas et c'est pas parce que j'ai pas 100 000 abonnés que je vais jamais être regardé. Et, de toute façon, je monétise rien, donc je m'en bats. Mais il n'y a pas de concurrence entre les gens, quoi. Enfin, c'est ça qui est beau, je trouve. Puis autre détail qui est vraiment inhérent. Autre détail qui est vraiment inhérent à la connaissance, le fait que justement, on pourrait trouver ça bizarre qu'il y a plein d'historiens qui donc a priori sont spécialistes du même domaine, qui se relisent les uns les autres. On pourrait se dire je veux dire tel historien et c'est les mêmes choses que l'autre. Et en fait non, il y a vraiment des spécialisations qui sont hyper spécifiques dans les différents domaines de la connaissance. Je veux dire par exemple moi en musique je suis plutôt 19e-iste. Si je devais parler d'une musique qui est plutôt une musique du 20e siècle, j'aurais franchement envie de faire relire mon texte par un spécialiste de la musique du 20e, parce que c'est quelque chose que je connais un petit peu moins. Samaï, tu es contemporanéiste, si tu fais quelque chose sur de l'art baroque, tu auras peut-être envie justement de voir, ou même sur le jeu vidéo carrément. Voilà. J'allais lui passer le micro. Oui. Quand il s'agit par exemple de ludologie, ce genre de choses, je lis énormément de choses, mais quand il s'agit de mettre en relation après avec l'art plastique, vu que ça n'a jamais réellement été fait, du coup, oui, je suis obligée de demander aussi l'avis d'autres personnes, d'autres youtubeurs qui sont que dans la médiation, plus dans la vulgarisation donc de ludologie, avec les narratologues aussi, etc. Et pour voir recouper mes sources et puis voir recouper aussi leurs sources. Ok, je pense qu'il est temps, j'allais conclure, mais Joachim, on conclut maintenant ou on a le temps encore ? Alors 10 minutes, on peut prendre une question. Merci. Voilà. Et après on conclura et puis vous pourrez nous rejoindre à l'extérieur pour qu'on essaye de discuter parce que voilà. Alors. Question très très naïve. Derrière la vérification, il y a l'idée de caution. Est-ce que délibérément les youtubeurs veulent rester indépendants ou est-ce qu'ils sont prêts à associer leur nom à des structures, je pense le muséum d'histoire naturelle, un laboratoire, un organisme de recherche, des choses comme ça. Ça dépend des gens, je crois. À titre personnel, c'était savoir, est-ce qu'il y a une culture dans les youtubeurs ou est-ce que effectivement alors déjà la tendance est à ne plus dire youtubeur. Nous sommes des vidéastes du net. Pardon. YouTube est une marque, donc nous ne sommes pas youtubeurs. D'accord. Parce qu'on n'est pas, on n'est pas acheté par YouTube. Enfin, en tout cas, pas tous. Est-ce qu'on est tous indépendants? Il y a des gros vidéastes qui se sont fait acheter. La télévision est en train d'investir dans YouTube. Ils se rendent compte que les jeunes, ceux qui sont prescripteurs d'achat dans les familles, quittent la télé, et donc ils vont acheter les vidéastes. Qui après se plaignent qu'ils peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Les cons. Donc nous, on a envie d'être indépendants. Maintenant, pour ceux qui sont de la vulgarisation scientifique ou culturelle, etc., j'imagine que ils seraient tous hyper heureux que le muséum d'histoire naturelle ou le muséum ou quoi leur disent est-ce que vous voulez bosser avec nous. Je pense qu'ils sauteraient au plafond. Après ça serait bien qu'il y ait un petit budget pour qu'on puisse vivre de ça, ce qui est le cas de pas grand monde ici. On est peu à avoir de l'argent qui rentre surtout quand les vidéos sont pas monétisées, parce que la pub c'est aussi un problème différent, mais à rentrer vraiment dans l'écosystème de la culture, de la science et jouer un rôle de médiation, pour le coup au sens propre, je crois qu'on est plusieurs, et nous, des personnels, moi je suis partant à fond, on a très envie. Il ne faut pas qu'on soit non plus estampillé institution. Justement, il faut qu'on soit aussi indépendant de ça. Parce qu'il faut, il faut qu'on soit des créatifs qui ont notre point de vue, qu'on ait nos sources qui valident que ce qu'on dit c'est pas n'importe quoi, mais qu'on soit pas mandaté
par tel ou tel ministère, parce que là, pour le coup, surtout quand on évoque des questions genre des théories du complot, comme nous, ça nous arrive, alors on est foutu. Je veux dire, si les gens se disent, ah bah vous êtes à la solde du gouvernement, bah oui, si on est payé, c'est embêtant. Même si on peut, dans les faits, rester indépendant, dans l'image, c'est pas ce que ça renvoie. Donc, c'est extrêmement délicat en fonction des thèmes qu'on aborde, mais je pense que si les musées veulent aller vers les vidéastes partiront pas en courant. Venez, je veux dire. Désolé Samaï. Le truc c'est que on parle des musées, ça a été le cas il y a pas longtemps avec le Louvre où le fossoyeur de film François Thorel, je crois que Cali y est allé, Axolot et puis Nota aussi avec Pilote, ouais. Enfin il y a plusieurs youtubeurs qui pèsent dans le game, comme on dit. Enfin, qui ont une audience assez élevée, qui sont allés faire un reportage là-bas et pour peut-être attirer un regard, un autre regard sur le musée, une autre façon de faire, et puis peut-être essayer de rendre curieux les gens d'une autre façon, parce que moi perso le Louvre j'y suis jamais allé, j'habite loin et puis voilà, mais ça donne envie, ça relance le rêve d'une autre façon que dans une brochure un petit peu austère, et je trouve ça cool. Après moi s'il y a des labos qui veulent bosser avec moi, je suis dispo, voilà. On est open. Alors, juste pour répondre encore 2 minutes, parce qu'il y a encore monsieur qui avait une question. Moi, ça a été mon cas. J'ai été pendant 4 mois, j'ai fait 4 vidéos en fait pour la RMN Grand Palais à Paris, pour leur programmation automne-hiver. Et pareil. C'est quoi exactement ? La RMN, la Réunion des musées nationaux, Grand Palais, Paris. Voilà, donc oui, j'ai été embauchée par eux. Oui, j'ai fait 4 vidéos qui correspondaient aux 4 grandes expositions de la programmation automne-hiver. Et oui, des petites vidéos. J'ai été pas indépendante, parce que j'ai été payée pour faire ces vidéos, mais j'ai été très libre. Donc j'ai eu droit à l'iconographie, j'ai eu droit à de bons retours, à de la documentation, etc. Donc ça c'est après, comme je pense avec Axolot, avec François Thorel, avec Nota Bene pour le Louvre. Ça c'est après, c'est quand il y a des commandes comme ça, c'est la gestion interne, c'est-à-dire mettre ses propres limites. Oui, mais je veux faire ça, ne m'imposez pas, ou alors voilà, mettre ses propres barrières. Et pour la fête de la science, on a été contacté par une équipe du ministère qui gère la fête de la science, qui voulait travailler avec des vidéastes. Donc c'est en cours de discussion pour qu'on ait accès à des laboratoires ou à des lieux auxquels on n'a pas accès habituellement, pour justement montrer un peu les coulisses de la recherche et éventuellement aussi des musées. C'est des trucs, voilà, ça commence à se faire un petit peu. Et nous qui ne sommes pas, enfin nous des gros chaînes, même nous, voilà, on commence à être des médias qui intéressent le monde de la science. Je trouve que c'est bien. Oui, ça il commence. Il y a les barrières qui existent, barrières complètement artificielles qui existent entre les chercheurs, les savants, peu importe, et le peuple au sens noble du terme. Ces barrières-là sont en train de se casser la gueule, et c'est une très très bonne chose. Il y a ceux qui possèdent la connaissance, entre guillemets, ont envie de la propager, c'est super. Et on a vraiment envie d'encourager ça, effectivement, en tant que vidéaste et en tant que passerelle. Si on peut servir de passerelle, nous, on est ravis, quoi. Bonjour Nicolas, quel est ton nom ? Oui, j'avais une question parce que vous parliez de l'avenir de YouTube et de votre rôle aussi sur cette plateforme ou ailleurs, et aussi par rapport au modèle économique que peuvent chercher ces créateurs de contenu. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur un lien, alors je ne sais pas si c'est volontaire d'y échapper, mais avec les pouvoirs publics, l'État, parce que je pense que le rôle de médiateur, il existait d'homme à homme, parce que du coup, la différence que je verrais entre la vulgarisation et la médiation, c'est que finalement, la vulgarisation, c'est plutôt une action médiatique, parce qu'on va chercher à propager une connaissance de manière très simple, très facile, et jusqu'à être ludique parfois. Donc, j'avais entendu les frères Boîte d'Aneuf, c'est complètement ça. Alors que le médiateur, c'est de la pseudo-science. Non, je suis désolé. Ils ont été dans le passé. J'ai repris pour rester dans pour faire un lien direct avec l'État. Plus maintenant. Les frères Bogdanov, à l'heure actuelle, ils vendent de la
ils vendent n'importe quoi dans des bouquins qui sont, on est hors sujet. Enfin, pardon, mais c'est un nom qui vraiment, c'est Oui, horrible. t'énerves. Non, mais j'ai compris. Il y aura des têtes de mort sur la vidéo. On fera un montage. Non, mais on veut la mort de personne, encore une fois. Hein. Oui, bon. Ça y est. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Cyril Hanouna a été dit. Pardon, vas-y, finis ta question. Non, mais contrairement au médiateur, où je pense qu'il doit y avoir un lien humain et direct en termes de contact, en fait. Et c'est là où j'ai un peu du mal à comprendre la dénomination du médiateur sur les plateformes YouTube, parce qu'il n'y a pas de contact direct, sauf peut-être dans le cas du live. Effectivement, on peut avoir un lien, mais c'est un champ restreint de la diffusion, en tout cas du contenu vidéo. Et du coup, est-ce que quelque part la médiation, c'est pas aussi un rôle de réconcilier, parce que dans la médiation, il y a un conflit entre un public qui est écarté en fait, qui c'est même pas une question de connaissance qu'il l'a ou pas, c'est juste qu'il est écarté en fait du champ dans lequel on veut l'inviter. Et quelque part, le rôle du médiateur, c'est inviter un public, pas forcément à comprendre ce qu'on lui explique, mais plutôt de s'intéresser à un domaine, donc, que ce soit la musique, l'histoire ou quoi que ce soit, et sans se soucier forcément d'être satisfait de lui avoir fait comprendre quelque chose. Et du coup, la question où je veux en venir, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à développer chez les vidéastes, de faire des vidéos où on a conscience qu'on va pas chercher à avoir un propos scientifique qui sera diffus, mais plutôt de chercher avant tout à créer un lien social avec les exclus en fait, parce que là c'était Vlad qui disait que effectivement il y a la barrière qui est en train de se casser. Je suis un peu plus mitigé parce que finalement la barrière elle est tellement grosse que bon, nous les acteurs on voit les choses bouger à notre échelle, mais finalement on est très très loin du compte, hein. Il y a quand même un travail infini. Ouais. Et finalement donc est-ce que les vidéastes n'ont pas intérêt à structurer des métiers en fait dans la création de contenu et vraiment scinder toutes les activités de médiation, de vulgarisation, de recherche scientifique, de débat. Est-ce qu'il n'y a pas des sous-métiers qui doivent être plutôt que tout ranger dans les deux termes qu'on a, qui sont. Mais en deux mots alors, oui. Désolé d'avoir été long. Je souscris parfaitement à ce qui vient d'être dit. La sociologue que j'avais fait travailler a clairement mis en évidence qu'en fait, et là ça va faire bondir tout le monde, même moi j'ai bondi quand j'ai eu le résultat, les médiateurs scientifiques en fait augmentent le fossé qu'il y a entre les citoyens et les scientifiques. Et en fait, le rôle du médiateur aujourd'hui, il est, oui, moi aussi ça m'a fait ça quand j'ai lu ça. Mais avec le recul, je le comprends. Il faut pas prendre la place scientifique. Comment? Il faut pas prendre la place. Voilà. C'est ça, c'est qu'il faut pas que le médiateur veuille prendre la place du scientifique. Il faut que ça soit un pont, et véritablement un pont pour réconcilier les scientifiques avec les citoyens et leur donner effectivement, comme tu le disais, donner envie aux citoyens de s'intéresser au sujet et de s'impliquer dans les décisions. Et on est tellement d'accord que nous, on les invite dans l'émission. Ils viennent chez nous pour parler, donc on s'efface un peu par rapport à ça. Juste, alors, on pourrait faire 2 heures là-dessus, hein, et je vais être très, très, très court. Je pense vraiment pas on est des primates. Donc, donner un visage à la science ou avoir des gens qui sont identifiés comme étant des référents qui donnent envie, c'est bien. Si on commence à séparer les choses, à saucissonner les fonctions, les gens vont avoir encore plus de trucs à retenir, à comprendre, ça va être encore plus compliqué. Je pense qu'il vaut mieux au contraire avoir une personne qui a un rôle entertainment, de divertissement, c'est fun, c'est intéressant, et qui lui après renvoie vers les gens qui savent, les savants, vers les musées, ou les bouquins, et notamment on a aussi parmi les vidéastes des gens qui écrivent des bouquins, donc on varie un peu ce dont tu voulais parler, je vais te laisser en parler, mais c'est extrêmement vaste comme question, mais c'est trop vaste pour qu'on puisse en parler là, et surtout on n'est pas tous mûrs dans notre démarche, on est tous en devenir de quelque chose d'autre.
peut-être que dans 10 ans, on aura déserté la vidéo pour faire autre chose, parce que ce sera plus le moment de faire ça. Peut-être qu'il faudra faire que des conférences, aller au contact des gens. Je pense qu'il faut varier les choses, mais saucissonner les fonctions. Je pense au contraire. Quand on est médiateur, on doit englober tout le message. C'est quoi la science? Et puis pourquoi c'est important? Pourquoi c'est bien? Pourquoi il faut en faire? Pourquoi il faut s'intéresser? Pourquoi il faut que les décisions politiques en tiennent compte? Enfin, il y a tout un continuum. La science, elle est irriguée par la société et inversement. Il faut qu'on soit à l'interface et qu'on rende compte de la complexité des choses. Si on commence à sectionner les rôles, je pense que les gens vont avoir plus de mal à s'y reconnaître. Mais après, c'est des questions à se poser. Et j'ai pas de réponse. Oui, on parlait aussi de la diffusion, donc parce que c'est une question de cible aussi. Faut pas oublier que quand on fait une vidéo, il y a une audience. Donc les cibles changent quand il s'agit par exemple de partir de YouTube pour aller faire du live, par exemple. Je sais pas pour toi, temps mort, mais je pense que ton public est différent de celui de YouTube, où il y a des gens qui ne te suivent que sur Twitch, ce genre de choses, ou pas. Tu fais des lives sur YouTube directement, donc ça t'arrive quand même à assembler en fait les gens directement sur YouTube sur un, voilà. Après, personnellement, moi, c'est carrément au niveau du contenu, c'est-à-dire que le fait de faire un contenu hybride entre jeux vidéo et art, ça me permet d'avoir une double casquette, d'avoir et de prendre en fait la cible des gamers qui ont envie d'en savoir un peu plus sur l'art et ceux qui sont en art et qui veulent en savoir plus sur la pop culture et sur notamment le jeu vidéo, sur ce que ça peut apporter aussi, parce qu'on voit aujourd'hui le jeu vidéo dans les musées. Donc il y a une ouverture à ce niveau-là. Donc c'est pas encore très très étendu. On y tend, et puis rien que aussi avec les livres dont on a parlé, voilà, le livre de Léo Grasset, c'est ça? Le coup de la girafe. Le coup de la girafe. Qui permet d'avoir un autre public. Et d'une certaine manière, sur les problèmes d'adolescents, le livre d'Enjoy Phoenix aussi va toucher un nouveau public. On aura le nôtre un jour aussi. Hein. J'espère bien. Je pense qu'on va conclure ce que vraiment. Enfin, bon, il y a Yellow là à côté où vous pourrez nous retrouver. J'aimerais vous remercier d'avoir été là. J'aimerais remercier Joachim et l'équipe. Alors, j'ai pas tous les noms, mais la merci pour leur gars parce que c'est un boulot considérable et ils sont une toute petite équipe avec très très peu de moyens. Et malheureusement, ça se voit parce que du coup, il n'y a pas beaucoup de monde alors que c'est mérité. Une telle initiative, ça méritait qu'il y ait du monde. Du coup, j'espère que ça va être relayé sur Internet en masse et qu'il y aura du monde l'an prochain pour le salon du blog et la journée des vidéastes. Donc, je vais remercier Samaï, Vled et Dari et Léa qui est partie. Et puis, on vous donne rendez-vous pour bientôt, j'espère. Voilà.